Allez, c'est parti pour l'exercice 3.3. Donc, on vous propose de prendre une table. Alors, elle est dans l'autre sens, la table. Une table inclinée. Ici, d'un angle θ. Et puis ici, on met une masse M. Oh là là, ce machin il débranche encore. Voilà. Et puis ici, on met une masse M, grand M. Qu'on relie par une poulie et une masse petit m. Et on vous demande la question, en l'absence de frottement, la première question, on n'a pas de frottement, et on vous demande la condition pour que on ait que le masse grand M descende à une vitesse constante. Donc, on va utiliser simplement la relation fondamentale de la dynamique. Donc, sur la masse M, les forces qui s'exercent, c'est simplement le poids. Donc, je vais choisir deux axes pour projeter. On va choisir des axes le long du fil, le long de la pente, pardon. Donc, j'ai deux axes comme ça. D'accord. Alors, je vais mettre X dans l'autre sens, ça sera plus... ça me permettra d'être... c'est pas très traditionnel, mais ça me permettra d'avoir l'accélération en positif comme ça. Ok. Donc j'ai la masse qui est comme ça. Et puis j'ai T qui est comme ça. D'accord. Donc la relation fondamentale de la dynamique me dit simplement que mg plus T est égal à ma. Et si on a une descente à une vitesse constante, ça me donne simplement que A est égal à 0, ce qui entraîne que mg plus T est égal à 0. D'accord. Donc si on projette ça sur OX, donc j'ai pas besoin de projeter sur OY parce que l'accélération elle est sur OX. Donc maintenant le truc c'est de retrouver mes angles et en fait θ il se retrouve ici. D'accord, donc j'aurais dû faire un dessin plus gros. Et j'obtiens immédiatement que T est égal à mg sinus θ. D'accord. Pourquoi vous projetez T alors qu'il est déjà sur X? Non, excusez-moi, c'est pas... bah si, parce que c'est cette relation que j'ai projetée directement. D'accord. D'accord.
puis vous avez T. Qui est égal à mg m1g. D'accord. Petit mg. Alors j'ai confondu les grands M et les petits M, donc faites attention, j'ai un problème d'écriture là. Il faut que je confonde les... Ils m'ont appelé ça grand M et petit M, donc là c'est un grand M. Là c'est des grands M, là c'est un grand M. Okay. 2 secondes. Voilà, c'est bon. Sur OX. Donc vous obtenez simplement que grand M G sinus θ est égal à petit m G et vous obtenez finalement que petit m est égal à grand M sinus θ. Donc vous pouvez vérifier que c'est cohérent, c'est-à-dire que si vous faites θ est égal à 0, donc vous avez un angle qui est nul. Pour empêcher le palais de glisser, il faut une masse qui est nulle, ce qui est normal. D'accord. Donc sinus θ est égal, θ égale 0, sinus θ est égal à 0. Donc pour empêcher mon truc de glisser, il suffit d'avoir une masse nulle, donc c'est bien cohérent. Ok. Ben, si mon truc est complètement fermé, si mon truc est plat, même avec une masse nulle, mon truc il bouge pas. Une masse petit m c'est égal à 0. Si je mets pas de masse ici, mon truc il bouge pas. Non, une petite m nulle. Si ce truc-là vaut 0, le m... Oui, non, mais si θ est égal à 0. Ah, d'accord, oui, il suffit de pas de mettre de masse. D'accord. Si θ est égal à 0, trouvez bien 0. Ça marche. Ok. Puis là, il manque un grand m, évidemment. Bon, ok, alors... Deuxième partie, si on avait obtenu grand M sinus θ. Des frottements. Alors si on a des frottements sur mon palais, j'ai toujours la même chose. C'est-à-dire que je vais avoir toujours, ici j'ai l'axe OX, là j'ai l'axe OY. Et là j'ai mon mobile. D'accord? Donc là j'ai toujours mon poids. Ok. Là j'ai toujours mon angle θ qui est où? Qui est ici. D'accord? Alors maintenant, ce qui est important, c'est que j'ai la réaction qui va intervenir ici. La réaction normale. Maintenant, j'ai aussi la tension de ma corde qui est ici. Mais j'ai une nouvelle force qui apparaît ici, qui est la force de frottement. D'accord? Donc quand j'écris la relation fondamentale de la dynamique, je vais me retrouver avec R plus grand mg. Évidemment, je me suis planté ici, c'est un grand M. Alors, c'est la même chose. Plus grand mg plus t plus f,
qui est égal à MA. D'accord? Et là, on a exactement la même chose. On veut que V soit égal à une constante, c'est-à-dire que A soit égal à 0. Ok? Donc, on se retrouve avec R plus grand MG plus T plus F qui est égal à 0. Ok. Alors là, on va faire la même chose, c'est qu'on va projeter sur OX. Donc on retrouve exactement le même terme que tout à l'heure. Hein. On retrouve un terme qui va être mg sinus θ. On retrouve de l'autre côté, on retrouve un terme qui est égal à t, plus, cette fois-ci, on a la force de frottement. D'accord? Alors, oui, il y a une remarque quand même que je voudrais faire qui est très importante, parce qu'on a fait... Alors, il y a un exercice qui est bien pour vous à faire, c'est l'exercice 3.2. Alors, pourquoi l'exercice 3.2 est intéressant à faire? C'est parce que si vous regardez ce qui se passe dans cet exo, ici, on écrit que T est égal à petit m fois G. Faites attention à une chose, ça n'est vrai que parce que le système a une accélération nulle. Si vous regardez l'exercice 3.2, où le système n'a pas forcément une accélération nulle, la tension n'est pas forcément égale à petit m fois G. D'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Okay? Je vais vous marquer ça dans un coin. Quand vous avez un système comme ça, vous avez ici T. D'accord? Vous avez T qui est égal à petit mg si et seulement si A est égal à 0. Sinon, c'est pas vrai. D'accord? Alors, pour faire ça, je vous ferai, si vous voulez, vite fait l'exercice 3.2 qui vous montrera que dans le cas général, ça n'est pas vrai. D'accord? Ça, c'est très, très, très important de le retenir. Donc, on le fera tout à l'heure si vous voulez. Si l'accélération est différente de 0, le t égale à quoi? On le fera après si vous voulez. Pourquoi le mg sin égale à t plus c? Pardon? Je ne comprends pas mg sin égale à t plus c. Alors, bon, d'abord, on va enlever le vecteur sur F, ça, si vous voulez. Ça va peut-être vous perturber. Voilà. Alors, on va regarder les différents trucs. Premièrement, vous êtes d'accord qu'on projette sur cet axe-là. Donc, il y en a un qui est facile, c'est T, il est déjà selon cet axe. F, il est selon cet axe. D'accord? Et ils sont vers les moins. Ah, c'est peut-être parce que j'ai passé la flèche de l'autre côté. Vous voulez que je vous fasse un intermédiaire? Je vais vous faire un intermédiaire. Alors, un intermédiaire, vous avez moins T, moins F. D'accord? Ça, c'est bien. Maintenant, j'ai aussi celui-là, qui va vers le bas. Et si je regarde la trigonométrie, ici j'ai un angle θ, ici j'ai une longueur qui vaut mg. Donc si je regarde cette longueur-là, la trigonométrie me dit que cette longueur-là, c'est mg fois sinus θ. D'accord? Donc ça me fait un plus mg sinus θ. D'accord? Et je sais que ça, par définition, c'est égal à 0. Parce que la relation fondamentale de la dynamique m'a dit que c'était égal à 0.
Parce que cette composante-là, la réaction, vous voyez que selon x, elle a une composante qui vaut 0. Donc j'écris que ça, c'est égal à 0. Ok. Donc moi, j'avais simplement écrit que grand mg sinus θ est égal à t plus f. J'avais juste passé ça de l'autre côté de l'égalité. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Bien, donc on va continuer simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement écrire que les forces de frottement, vous savez que les forces de frottement, c'est égal à mu fois la réaction sur le sol. Ok? Ça, c'est la définition de la force de frottement. Ok? Mais mu la réaction au sol, il suffit que vous regardiez sur votre dessin, vous voyez que la réaction au sol, c'est simplement égal à cette composante-là. Et cette composante-là, c'est mg fois cosinus θ. D'accord? Est-ce que tout le monde le visualise, ça? Donc ça, c'est égal à R, c'est égal à mg fois cosinus θ. Ok? Vous avez des questions, là? Hein? Ah non, c'est mg, pardon. Il y a un problème, non, dans ce que j'ai écrit? C'est bon? Pourquoi est-ce que R il vaut mg cos θ? Bah, si vous regardez sur l'axe Y, alors, je vais vous faire une étape de plus. Ok? Je vais vous rajouter une étape. Alors, on prend la relation fondamentale de la dynamique. D'accord? Elle vous dit quoi? Elle vous dit que somme des forces selon Y est égale à 0. D'accord? Elle vous dit quoi? Si on regarde cet axe-là, les seules forces qui sont selon Y, c'est R et puis une partie de P. Moins mg. Et quelle est la composante de P selon cet axe? C'est simplement grand mg fois cosinus θ. Ça, il suffit de regarder cette composante-là, c'est celle-là aussi, c'est la même longueur, et c'est mg cos θ. D'accord? Donc ça vous fait que R est égal à grand mg cos θ. C'est bon? Donc vous arrivez à la fin avec le fait que F est égal à mu. Il vaut mu mg cos. Voilà, exactement. Donc ça c'est la projection suivant l'axe OY. Voilà, exactement. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, je prends tout ça et je le mets là-dedans. Puisque maintenant, T, je le connais, c'est petit m fois G. D'accord? Puis F, je viens de le calculer, donc j'ai tout. Hein. Ok? Donc je mets tout ça là-dessus, plus ce bazar, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Ok? Si je... Avant, on avait obtenu... J'ai du mal avec le T, je vois pas où est-ce qu'il est passé. Lequel? Le T. Ah, le T, où c'est qu'il est passé? Le T, il était là, il était là, il était là. Et le T, en fait, le T, il vaut simplement m petit mg. Ah ouais. Non?
Et j'obtiens que grand M G sinus θ est égal à petit m G plus mu grand M G cosinus θ. Et je pense que je ne suis pas trompé. Et on vous demande en fait ce que vaut M1, c'est ça? Voilà, c'est M qu'on vous demande. Et quand vous cherchez petit m, les G se simplifient. Vous voyez tout de suite que les G s'en vont. Ok, c'est bon pour tout le monde. Là, les G s'en vont. Et il vous reste petit m égale m facteur de sinus θ moins mu cosinus θ. Voilà le résultat que vous obtenez. Alors, ce qu'on peut comparer, c'est avec ce qu'on avait obtenu avant. Et vous voyez que si vous faites mu égale 0, c'est-à-dire ici il n'y avait pas de frottement, vous retrouvez bien la chose grand M sinus θ. Donc ça, c'est logique. Si j'enlève les frottements, je retrouve bien le même résultat que quand j'avais pas de frottement. Je retrouve bien grand M sinus θ. Donc là, je suis content. Okay. Et en fait, vous voyez qu'ici, simplement, ça me rajoute un terme. Alors pourquoi ça me diminue la valeur que je devais trouver? C'est assez logique, puisque finalement, les frottements, ils aident à ralentir mon objet. Donc ça veut dire que je dois mettre une masse moins grande, puisque les frottements, ils aident déjà un petit peu à ralentir l'objet. Donc je mets une masse qui est moins grande. Okay. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'effectivement, si θ égale pi sur 2, c'est-à-dire si votre planche est verticale, eh bien, vous avez un cosinus qui vaut 0. Donc si vous avez un cosinus qui vaut 0, ça veut dire le terme de frottement est complètement inefficace, ce qui est logique, puisque si θ est égal à 0, est égal à pi sur 2, la masse n'appuie pas du tout sur le mur. Si elle n'appuie pas du tout sur le mur, le frottement ne joue absolument aucun rôle. D'accord ? Pour que le frottement joue un rôle maximal, il faut que l'objet soit complètement penché là. S'il est complètement en train d'appuyer sur le sol qui est horizontal, là c'est là qu'il a l'effet maximal. D'accord ? Ouais. Ouais. D'accord. Donc le T il est là. Le T il est là. D'accord. Ouais. Pourquoi c'est sinus θ moins. Là. Comment on passe de là à là? Oui. Parce que là j'ai un grand mg sinus θ. Et là quand je factorise, ça fait sinus θ moins mu cosinus θ. Ouais, mais ça, essayez de le faire à la main, parce que là, vous me posez la question parce que vous voyez au tableau, mais faites-le ça. Vous verrez que ça passe très bien de l'autre côté. D'autres questions? Non? Alors, il y en a qui voulaient savoir pourquoi quand il y a une accélération, la tension n'est pas égale à M2V. Donc pour ça, on va faire un petit exercice qui est l'exercice 3 machin là, l'exercice 3-2. Ok. Alors c'est un exercice qui se fait vite, hein, mais qui est assez intéressant pour ça. Donc on va pas faire Bon, alors on va partir tout de suite de la deuxième question. Donc on va regarder comment c'est fait comme ça. Donc l'exercice 2, je vous présente la fin. Okay. Donc on a ici un truc comme ça. Là on a un autre truc comme ça. Là on a la masse M1.
Donc là, on a la masse. Alors M2, je trouve que dans l'exercice, je vous fais la fin, je prends les notations de la fin pour que si vous voulez faire le début, vous ne soyez pas perturbés. Et là, j'ai un fil qui fait comme ça. Ok. Donc on part sur la question. C'est la question 4, celle-là. Ok. Alors, l'idée, c'est simplement d'écrire la relation fondamentale de la dynamique pour les deux blocs. Ok. Monsieur, pour pas que ça nous perturbe, vous pouvez inverser M1 et M2 sur l'exo. Vous voulez inverser M1 et M2 parce que, ouais, mais dans l'exercice, ils vous disent de l'inverser à un moment. Ouais, on peut inverser, c'est comme vous voulez. Bon, si on met M1, M2, c'est plus joli, mais enfin, vous verrez que dans l'exo, à la fin, ils vous demandent de l'inverser, donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Mais on va l'inverser, si vous voulez, c'est plus sympa. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça, mais bon. On s'en fout, on aurait pu mettre petit M, grand M. Bon, donc, on a T. Alors, par contre, ce qui est toujours vrai, c'est que la tension, enfin, sauf si vous avez une corde élastique, mais sur une corde qui n'est pas élastique, la tension, elle se transmet. D'accord? Donc, les forces, vous avez ici la tension. Vous avez ici la tension. Vous avez ici M2G. Et puis. Alors, est-ce qu'on on va vous mettre des frottements tant qu'à faire, comme ça on aura tout fait. Hein, on va vous mettre des frottements, comme ça vous aurez la totalité de l'exercice. Et les frottements qui sont là. Ok? Comme ça vous aurez l'exo, la totalité. Bon, alors en fait il est très simple cet exo, hein, mais... on va écrire simplement que M2G moins T est égal à M de X point. Donc la seule astuce de ce truc-là, c'est de séparer le système en deux. C'est-à-dire de considérer chacune des deux masses séparément. Et d'appliquer le théorème de la relation de la relation fondamentale de la dynamique sur chacun des deux blocs. Et là, ça marche. Et de l'autre côté, vous avez M1, vous avez T moins M1 mu, M1G, pardon. M1G fois mu qui est égal à M1 X point. Ok. Voilà, ils sont bons en face. Hein. Ouais. La première équation, c'est pas Y. Alors non, parce que... Alors j'ai pas mis Y pour la raison suivante. Parce que... Alors c'est toujours pareil. Ces problèmes de poulie, c'est très très compliqué à faire. Donc moi, je l'ai redéplié comme ça. J'en ai fait ça de mon problème. Sinon, vous allez vous foutre dedans. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce qu'en fait, on va soustraire les deux. Comme x1 point et x2 point sont les mêmes, on va les soustraire, les deux équations. Alors, je vous fais un petit peu en détail, d'accord? Donc, on va écrire... Ah, ici, je divise par M2 en haut et en bas. Donc, j'ai G moins T sur M2 est égal à x2 point. Et puis, GT sur M1 moins G mu qui est égal à x1 point. Et là, comme j'ai x1 point qui est égal à x2 point, d'accord, je
peux soustraire les deux. Et j'obtiens que G moins T sur M2 moins T sur M1 plus G fois mu est égal à 0. Et à ce moment-là, on va trouver, qu'est-ce qu'on cherche déjà? Vous cherchez T par exemple, c'est ce que je voulais vous dire pour T. Ça veut dire que G facteur de 1 plus mu est égal à T facteur de 1 sur M1 plus 1 sur M2. D'accord? Ce qui entraîne que T est égal à M1. Je suis en train d'écrire une bêtise. T est égal à M1 plus M2 sur M1 M2 fois 1 plus mu. Pourquoi vous avez mis un moins Où ça? G moins MTM2 et T M1 Là? juste avant. Là? Oui. Ben parce que je fais la soustraction des deux, donc j'ai un moins qui apparaît là. Pourquoi on fait la soustraction des deux si elles sont égales? Mais pour faire disparaître les x point point. Et donc, ce que vous voyez, bon, à la limite, le mu, vous pouvez l'oublier parce que le mu, c'est dans le cas où il y a des frottements. Dans le cas où il n'y a pas de frottement, vous trouvez 0, là, c'est pas un souci. Là, c'est le cas général où il y a des frottements. Mais dans le cas où il n'y a pas de frottement, vous oubliez le mu ici, donc vous cachez que, voilà. Mais ce que vous voyez, c'est quand il y a une accélération, T n'est pas égal à M2G ou à M1G. T a une expression beaucoup plus compliquée qui est M1 plus M2 sur M1 M2. D'accord? Fois G, j'ai oublié le G, évidemment. Mais il se calme en bas, là. D'accord. Oh, mais attendez, oula. Personne n'a remarqué, je me suis trompé dans ma fraction, là. Non, personne n'a remarqué. C'est M1, M2 sur M1 plus M2 ici. Je suis trompé quand j'ai fait la somme des fractions. Alors, vous voyez quand même que dans cet exercice, si à cet endroit-là, vous faites x point point est égal à 0, vous trouvez bien que t égale m2g, il n'y a pas de souci. Hein. Si ça c'est égal à 0, vous trouvez t égale m2g, ça marche. D'accord? Par contre, si t n'est pas égal à 0, vous trouvez t qui est égal à m1 m2 sur m1 plus m2g. Donc c'est un peu plus compliqué comme expression. Donc souvenez-vous que quand vous avez un système comme ça, tant que c'est immobile, ça bouge pas. C'est pas un problème. Vous avez t qui est égal à m2g. Par contre, dès que vous avez une accélération, c'est plus compliqué. Donc faites attention à ça. Ok? Alors après, on nous demandait de résoudre l'exercice 3,5. Ouais. Comment est-ce que vous déduisez que les accélérations sont égales? Parce que vous avez un système qui est rigide. Ah oui, d'accord. 3,3, 3,5.
Ah, le 3-5, c'est le lancement sur un truc incliné. D'accord. Alors, déterminer l'expression du coefficient de frottement entre le bloc et le point incliné. L'exercice 3-5, c'est un exercice... c'est comme ça qu'on détermine les coefficients de frottement. En fait, vous pouvez le faire sur vous. Prenez votre téléphone sur un truc solide, vous le montez, vous regardez quand est-ce que ça part. D'accord. Donc, l'exercice 3-5, j'ai mon plan incliné. Poum. Non, c'est pas ça. Donc, pour l'instant, il est immobile. D'accord. Donc, vous avez ici la force de frottement. Vous avez ici le poids. Ici la réaction. Et ici l'accélération. Donc, on vous dit que ça décolle pour un poids θ et on vous dit déterminer les coefficients de frottement de cette chose-là. Ok. Donc, en fait, quand est-ce que ça décolle? D'ailleurs, je vous pose la question, quand est-ce que ça va partir physiquement? Quand est-ce qu'il part, le bloc? Physiquement, c'est quoi le critère pour que ça descende? Et pardon, R3 mu, c'est égal quoi? Hein? Non, pas tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au départ, il bouge pas. Donc, l'accélération est comment? Pourquoi on a mis l'accélération si la glisse est une vitesse constante? Je comprends pas pourquoi on a mis l'accélération. Alors, non, mais vous avez raison. Je la mets de façon générale. Après, je dis pas qu'elle existe. Hein. Elle peut être nulle. Hein. Je la mets de façon générale. Mais elle peut être nulle. Justement, le truc, c'est que dans ce cas-là, elle est... Alors, le critère, justement, ben vous avez donné la réponse de ce que je cherche. Le critère pour qu'un truc soit à vitesse constante, c'est que l'accélération est nulle. C'est ça que je voulais vous faire dire. Donc, si je fais maintenant un gros dessin, hop, juste de ce qui m'intéresse. Donc, hop, j'ai ici mes axes. Alors, si je fais mes axes comme ça, j'ai un poids qui part vers là. Si j'ai un poids qui revient vers là, donc θ est là, vous êtes d'accord avec moi? Vous avez F qui est comme ça. Vous avez R qui est comme ça. Et vous avez A qui est comme ça.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce dessin? Ouais, c'est bon. Bon, je vais écrire la relation fondamentale de la dynamique sur ce truc-là. Donc j'ai simplement F plus R plus Mg égale à MA. Donc ça me donne... Alors si je projette maintenant, alors, on va commencer par calculer le module de F. Ok, module de F, c'est, on va l'appeler mu, K, comment il l'appelle dans ce machin, le coefficient de frottement, il n'y a pas de nom particulier, on va l'appeler K fois la réaction normale. Alors si je regarde ce que vaut la réaction normale, donc là je vous laisse regarder. La réaction normale, elle vaut mg cosinus θ. D'accord, ça je pense que vous l'avez tous vu. Donc c'est égal. Si vous ne le voyez pas, vous me dites, hein, mais je pense que ça c'est évident pour tout le monde. C'est bon. Donc vous avez finalement que sur X, vous avez un. Il manque. Ouais, il y a un mu qui manque, vous avez raison. Ouais, je l'ai appelé K, mais il manque ça, vous avez raison. Donc, vous avez ici, donc si on reprend les relations, vous avez ici, vous avez moins mg k cosinus θ plus mg sinus θ est égal à m à x. Ouais. Est-ce que R plus F et P se compensent? Ils sont R plus F ouais. et P Ouais. qui se compensent? Alors R plus F allez, répète-moi la question. Alors on a R plus F plus P. Non, ils sont égaux à MA. Donc si vous êtes sur un truc à vitesse constante, oui. Si A est égal à 0, oui, vous avez raison. Et si A est différent de 0, non. Ouais. Vous avez fait quoi quand vous avez fait F égale à H, R C'est... Alors, ça c'est un cas. Hein. Bon, ça c'est pas... c'est un cas. C'est juste... Vous préférez qu'on l'appelle mu pour tout le monde? Ouais, c'est mieux. On va appeler mu. Alors, je vous dis tout de suite, il y a des tas de bouquins qui l'appellent K. Hein. Vous ne soyez pas perturbés si on l'appelle K. Hop, et là, je mets un mu. Voilà. Parce que c'est comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Ouais, sauf que le MA, la vitesse est constante, du coup, A égale 0 là. Ouais, parce que là... Non, attendez, faites gaffe, la vitesse, c'est pas forcément constante sur X, si vous dites ça. Elle est constante sur X, la vitesse Ouais, il est marqué à la fin, le bloc lit sa vitesse constante. Dernière phrase. Ah, la vitesse constante, vous avez raison. Alors, on va y aller, on mettra la vitesse constante à la fin, d'accord? Pour l'instant, on écrit les équations. Donc ça, c'est sur X. Et sur Y, on a simplement, sur Y, on a R moins mg sinus θ est égal à m à y. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon? Donc, effectivement, comme il le faisait remarquer, première chose triviale, on a AY qui est égal à 0.
truc qui ne va pas décoller. Deuxième chose, on a vitesse constante. AX est égal à 0. Donc on reprend notre petit business et on s'aperçoit qu'on a... alors on va supprimer les A déjà, ça nous fera des vacances. Les A, les M. Ah mais non, on ne peut pas supprimer les M là. Aussi on peut supprimer ici. à chaque fois. Non, parce qu'il y a le A qui reste là quand même. Donc on peut factoriser le G. Mais si, le A il vaut 0, du coup le MG on peut l'enlever. Ah oui, le MG on peut l'enlever. Et on se retrouve avec un truc genre. Donc ça ouf. Bah oui, on arrive à la définition de mu d'ailleurs, je suis Dans la con. classe, monsieur, Ouais, c'est écrit sur X et sur Y. ouais, tout à fait, monsieur. Moi, j'ai pas compris un truc. Soit R, c'est MJ cos θ. Bah, R, il est là. Et ça, c'est MG cos θ. Donc, on sait que R est opposé à MG cos θ. Donc, vous voyez que R est forcément égal à MG cos θ. Parce qu'on vous dit que la somme de ce vecteur-là plus ce vecteur-là est égale à 0. Donc, forcément, celui-là, il a la même longueur que celui-là. Pourquoi Parce que AY est égal à 0. Ouais, votre truc, il va pas décoller. Il reste là, donc ça veut dire que AY est égal à 0. Donc cette longueur-là est égale à cette longueur-là. D'accord. Et quand c'est égal à A, ouais. C'est bon? Et à quoi il sert Y? Y, il sert à quoi, Y? Il sert en fait à déterminer ça. Il sert à déterminer ça que vous injectez dans la formule des frottements. Comme AY est égal à 0, vous avez cette relation-là. Vous avez cette relation qui vous lie R. R est relié à ça. D'accord? R est relié à mg cos θ fois mu. R c'est MG cos θ? Ouais. Et donc après, ça vous permet de sortir ça. Un mu cos θ. Ouais. Et alors, quand vous arrivez à ça, vous arrivez en fait à la relation suivante, c'est que mu... Et ça, je pense que vous le saviez déjà. Mu défini par mu égale tangente θ. Exactement, voilà. Et ça, je pense que vous l'aviez déjà vu dans le cours. Non, mais en général, on définit mu comme ça. Mu, c'est la tangente de l'angle. Ouais. Ouais, vous avez quoi? Vous avez mu est égal à quoi? J'ai mu qui est égal à tangente alpha et non A sur G cos alpha. Bah écoutez, je viendrai vous voir tout à l'heure parce que je pense que je peux pas vous répondre comme ça à distance. Ok. Alors le temps tourne. Alors maintenant, il nous reste à faire comme exercice, mais c'est vous qui allez les chercher ceux-là. L'exercice 4.1 et 4.2. Donc ils vont porter. Alors le 4.1, si je n'abuse, c'est un exercice que je trouve assez intéressant et qui est extrêmement classique et sorti en examen d'ailleurs un nombre de fois incalculable. D'accord, donc je vous laisse chercher un peu le 4.1. C'est parti mon kiki. Donc on est sur l'exercice 4.1. Donc j'ai ma bille qui est qui est en train de tomber dans mon truc. Hop, et j'ai ma petite bille qui est en train de tomber. Puis moi, je la mesure. Ça marche super bien, cette épée. Si vous mettez de la glycérine et une bille, ça marche super bien. Donc, faire le bilan des forces qui s'exercent sur la bille. Donc, sur la bille, c'est simple, j'ai que deux forces. J'ai ici le poids. Puis j'ai ici les frottements qui valent ce qu'on nous a dit.
Alors, au cours des différentes phases, on a mg, ben lui c'est une constante, hein, sauf grande nouveauté, mg c'est une constante. Par contre, f, lui, il va augmenter. D'accord. On va écrire mieux. F va augmenter. V va augmenter. Et puis à un certain moment, vous allez avoir un équilibre. Quand vous avez F qui est égal à mg, vous êtes à une position d'équilibre. Et vous avez V qui va devenir constante. Monsieur, mais si B augmente, F diminue. La force, elle est en kV. Hein. Bah, c'est parce que je regarde la formule en fait. C'est pour ça que je comprends pas. F, elle est en V. Mais il y a un moins dans la formule. Oui, moins, c'est dans le sens où... C'est au sens. Oui, moins, ça veut dire qu'elle est vers le haut ou vers le bas, mais elle n'est pas... Le moins, ça veut dire qu'elle est opposée à la vitesse. Ça veut pas dire... Son module augmente, si vous voulez. Du coup, si j'applique la formule, j'enlève le moins. Et je rajoute un. Non, mais quand vous avez un moins, ça veut dire que... Si vous avez un axe X qui part comme ça, avec le plus là, ça veut dire que la flèche partira dans l'autre sens. Et son module continuera à augmenter. Oui, mais si je veux appliquer la formule, du coup, il y a un moins qui s'enlève. Non, ce que ça veut dire, cette formule, c'est que si la vitesse part comme ça, la force partira dans l'autre sens. Oui, ça j'ai compris. Ouais. Ce que je comprends pas, c'est que si j'applique la formule, Quelle formule? F égale moins ci, puis F égale B. Et vous l'appliquez dans quel contexte? Vous l'appliquez dans quel contexte? Pour chercher la force de frottement à la lumière, justement. Si vous cherchez son module, vous enlevez le moins. Oui. Ok, voilà. Deuxièmement, montrer que le mouvement est régi par l'équation différentielle patati patata. Donc moi, ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est d'écrire quelque chose de beaucoup plus simple. On va poser que f est égal à... Alors, je ne sais pas, un T qui n'existe pas. On va tenir f est égal à moins alpha fois v. Et alpha, on va écrire tout ce qu'il y a dedans. D'accord? Avec alpha est égal à 6 pi eta r. Ça nous évitera de se traîner tous ces préfacteurs. D'accord? Et donc, vous écrivez la relation fondamentale de la dynamique. Alors, il faut choisir un sens. Hein. Vous choisissez vers le bas. Le sens, c'est le plus simple. On va choisir un axe OX vers le bas. D'accord? À ce moment-là, vous avez simplement que somme des forces égale MA. Si vous projetez, ça vous donne simplement que mx point est égal à mg moins f d'accord, ce qui veut dire que m dv sur dt est égal à mg plus alpha v. Alors il y a un moins, excusez-moi, là il y a un moins.
Et donc, vous en tirez immédiatement la formule suivante. dv sur dt plus alpha sur m v est égal à g. Oula. Voilà. Donc il y en a plein qui est arrivé à cette formule. Hein. Simplement, quand vous voyez un truc aussi compliqué que ça, vous avez intérêt à ramasser le paquet dans une nouvelle notation. Sinon, vous traînez ça d'un bout à l'autre, c'est un peu pénible, quoi. Mais il y en a plein qui étaient arrivés à cette chose-là. Je pense que lui il est arrivé, vous étiez arrivé. Bon, il y en a plein qui étaient arrivés. Ouais. Alpha, c'est 6 pi eta r. Alors on vous demande les dimensions de ce bazar. Alors c'est pas très compliqué, il suffit de regarder. Vous voyez que bon, G, ça c'est une accélération, hein, ça il n'y a pas de problème. Enfin, ce qu'on va faire, c'est que vous voulez peut-être que je vous l'écrive exactement comme dans le cours, c'est ça. Et vous le remettre exactement comme dans l'examen. C'est bon, je peux tourner la page. Non, oui, non. Allez. Je comprends pas la somme des forces. Vous avez fait, c'est m dérivée seconde de x égale à Ça. Oui, il y a eu 3 termes. Après, pour la dv sur dt, je sais que c'est l'accélération qu'on a. Mais ça, c'est la même chose que ça, ces deux lignes. Oui, mais Celle-là, c'est oui, le x. ça. Ouais. Ben, accélération, c'est x moins un point. Ah bon? Non, mais j'ai pas entendu ce que vous avez dit. L'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Non, c'est bon pour tout le monde, ça. Ouais. Vous l'avez vu cette année ou pas, ça? Oui. D'accord. Regarde, tau c'est égal à m sur alpha. Ouais. En fait, je comprends pas. Donc si je le remets dans la formulation que vous avez en cours, ça vous fait que dv sur dt plus v sur tau est égal à k, avec k qui est égal à g, et tau qui est égal, alors il suffit, avec alpha qui est égal à 6 pi eta r. Voilà. Alors il me demande la dimension de ce bazar. Donc k est égal à g, donc c'est des mètres secondes moins 2, c'est une accélération. Et puis tau, c'est un temps, donc c'est des secondes. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure reste vrai, c'est-à-dire que cette solution, vous voyez qu'à temps long, on a une vitesse. On s'attend à ce qu'à temps long, la bille atteigne une vitesse constante.
Donc, à temps long, on a V est égal à V limite, ce qui entraîne que dV sur dt est égal à 0. D'accord? Et si dV sur dt est égal à 0, on a alors simplement que V sur taux est égal à K. Et on a à ce moment-là que V limite égale K fois taux. Voilà, ça c'est la première cas. On regarde toujours les cas limites. Dans les cas limites, on a V qui égale K fois taux. Ouais. Dans l'exemple, il y a à la place du U, il y a un K. Il y a un cas, ouais. Là, c'est K. Ça, là. Là, c'est un cas, ça. Ça? Ouais, c'est un cas, c'est exactement ce qui a marqué dV sur dt est égal à V sur taux est égal à K, donc V limite égale K fois taux. Alors, maintenant, on vous demande la solution générale. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. La solution générale d'une équation comme ça, je ne sais pas si vous la connaissez. La solution générale d'une équation de ce type-là, c'est V. V, c'est égal à A exponentielle de moins T sur taux plus A0. Ou B si vous voulez, pas une B. Donc vous écrivez que pour t tendant vers l'infini, vous avez V qui tend vers B et V tend vers aussi vers V limite. D'accord? Donc vous avez V qui est égal à A exponentielle de moins T sur taux plus V limite. D'accord? Ça, c'est la première condition limite. Deuxième condition limite, vous avez que V de 0 est égal à A
plus B limite. Et c'est aussi égal à 0. Ce qui vous donne pour A est égal à moins V limite. Et ça vous donne directement que V est égal à V limite 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Et vous pouvez vérifier qu'à t égale 0, vous trouvez bien 0. Et à t égale l'infini, vous trouvez bien V limite. Est-ce que vous avez vu en cours la résolution de ce genre d'équation? Ouais, je pense, non? C'est bon? Bon, le cinquième, c'est une application. Ah bon, je pense que vous avez vu, vous avez dû voir au lycée ou en maths ce genre d'équation différentielle, non? Ouais? Il y a quelqu'un qui me fait oui, donc je pense que la réponse est oui, non? Ça dépend si on a eu l'ancien bac ou le nouveau bac. Vous avez eu le nouveau, c'est ça? Oui, dans le nouveau bac, en bac, on avait les équations différentielles, mais dans l'ancien, je crois qu'elles étaient plus tard. Autrement dit, qui viennent d'arriver, ceux qui ont le nouveau bac, c'est qui? C'est ceux qui viennent d'arriver, quoi. Et ceux qui ont redoublé, ils l'ont pas eu, c'est ça? Bon. Donc, est-ce que ça, quand on l'a fait tout à l'heure, vous aviez compris ou pas? Vous avez compris comment on a trouvé les conditions initiales ou vous voulez que je le refasse? Donc en fait, cet exo, c'est à peu près le même que ce qu'on avait avant. Hein. C'est donc pour vous faire entrer dans ce genre de problème. Donc un parachutiste de 70 kg saute d'un avion et ouvre son parachute au bout de 3 secondes. Ce sont des parachutes à ouverture automatique hein, dans l'armée. Et on considère son mouvement vertical. En chute libre, la vitesse limite est 200 km/h. Hein. Et on fait l'hypothèse que la force de frottement aérodynamique est de la forme moins kV. Donc écrire l'équation du mouvement puis déterminer l'expression générale de la vitesse en fonction du temps. Donc ça, c'est exactement ce qu'on vient de faire avant. Hein. Donc, on va aller assez vite. Donc les forces qui s'exercent sur mon parachutiste, il n'y en a que deux. C'est le poids et puis c'est ce qu'ils appellent F. On peut toujours écrire la relation fondamentale de la dynamique qui est somme des forces égale MA. Alors si j'appelle Z, je le fais vers le haut ou vers le bas. Bon, alors on va le faire vers le bas. Ça nous est en train de nous traîner des signes négatifs tout le long du truc. Vous avez trouvé M dz sur dt est égal à mg moins f. Et je sais que f est égal à moins 6 pi r état v. Donc j'obtiens simplement que dv sur dt avec un m devant si ici c'est un dv, j'obtiens que m dv sur dt plus 6 pi r état v est égal à m a est égal à m, pardon, à mg. Ouais. J'arrive pas à compris le moins F, j'arrive pas à pourquoi il y a le moins F. Parce qu'il est opposé à la vitesse. Pardon? Parce qu'il est opposé à la vitesse. En fait, moi, ce que je regarde, c'est ce qu'il est dans le sens logique par rapport au truc. C'est-à-dire qu'il doit être opposé à mg. Mais là, même si l'OV, on n'est pas censé faire plus, et après on le... Non, mais le problème, c'est de ne pas confondre des vecteurs et des valeurs absolues. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est des vecteurs.
Donc je soustrais F, qui est dans cette direction-là. Par contre, quand je le projette, d'accord, quand je le projette, il est vers le haut. Ok. Donc j'ai bien P ici moins F. Ah oui, je comprends le problème. Effectivement, là j'ai une erreur. C'est-à-dire que c'est P plus F tant que je suis en vecteur. Et c'est quand je le projette que j'ai le moins qui apparaissent. D'accord. C'est ça la question, vous avez raison. Alors pour éviter ce genre de faute, ce que je vous conseille, c'est de bien regarder est-ce que c'est logique. D'accord. Pas vous braquer sur les signes des formules, regardez est-ce que ça va dans le bon sens sur le dessin. Et donc si vous simplifiez par M, vous obtenez exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire dv sur dt plus... alors pourquoi j'ai pris 6 pi RV? Non, je suis désolé, c'est pas 6 pi RV, dans ce cas-là, c'est moins kV. J'étais reparti dans l'exercice d'avant. C'est moins kV ici. Plus K sur M, V est égal à G. Voilà. Ça, c'est l'équation à laquelle on devait arriver. OK? Donc, l'équation générale de la vitesse en fonction du temps. OK? Ben, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que la vitesse limite vous la trouvez en faisant dv sur dt est égal à 0, ce qui vous entraîne que v limite est simplement égal à mg sur k. OK. Et vous trouvez simplement que v est égal à v limite facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau, avec v limite est égal à mg sur k et tau qui est égal à m sur k. Comment on fait que V égale V limite 1 moins l'exponentielle? Ah, comment on avait ça? Je voulais que je le refasse vite fait. Ok, attendez, je surligne déjà ça. Hop, et je vous le refais vite fait. Alors, comment on trouve les conditions initiales? Hop, petit aparté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que V est égal à A exponentielle de moins T sur tau plus B? Ça vous va, ça? Est-ce que ça vous achetez? Donc, je dis que à temps long, V est égal à V limite. D'accord? À temps long, ce terme-là tend vers 0. Ok? Donc ça vous donne immédiatement que B est égal à V limite. Ok? Ouais, parce qu'en fait, c'est du cours, hein, le V égale A exponentielle. Normalement, c'est du cours. Mais alors, le problème, c'est que ça dépend un peu d'où vous venez, parce que les nouveaux bacheliers, c'est du cours, les anciens bacheliers, c'est pas du cours. Et en maths, je ne sais pas si vous l'avez encore fait. Donc, pour vous, retenez-le. Le deuxième, pour trouver la deuxième variable, vous faites qu'à t égale 0, v est égal à 0. Il est en train de sauter de l'avion. Et pour ça, vous avez t est égal à 0. Et vous savez que si vous remplacez t par 0 dans cette expression, l'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc vous trouvez tout bêtement a plus v limite, qui vous donne simplement que a est égal à moins v limite. Et quand vous groupez tout, vous trouvez exactement ce que vous trouvez. Retenez cette méthode, ça peut sortir ça. D'accord ?
Ouah. Ça y est, tout le monde se barre. Ok?